Eh bien, bonjour pour cet après-midi ensoleillé qui va nous mettre de bonne humeur pour parler du style olympique avec Franck Picard, champion olympique, et puis Yves Terret, qui a coécrit avec Raphaël Poiret la poursuite d'une vie, l'autobiographie donc de Raphaël Poiret. On sait que les grands champions, comme les gloires de la montagne, du ski ou de l'alpiniste, ont des messages à transmettre. Ceux de la passion, du goût de l'effort, de l'ouverture sur le monde. Et ce n'est pas un chemin facile. Et donc, c'est important de comprendre un peu quelles ont été les étapes que ces grands champions ont dû surmonter pour arriver à l'Olympe, puisqu'on est dans un été olympique. Et que l'actualité de ce jour, c'est à la fois le salon de Passy, certes, mais c'est aussi les Jeux Olympiques. Alors, je voudrais tout d'abord avoir le regard d'un champion olympique sur ce qui se passe, sur ce que représentent les Jeux Olympiques dans la vie d'un champion. Allô. Ou peut-être mettre en route. Ouais. Ça marchera mieux. Bonjour à tous. Oui, merci de cette invitation, merci de cette édition sur ce Salon du Livre à Passy. C'est très heureux de revenir ici. On était venu il y a 2 ans pour la présentation d'un premier livre et puis une conférence qui m'avait beaucoup plu, ce qui fait que j'ai immédiatement accepté de revenir au prix d'un test PCR très difficile à obtenir. Non, je plaisante. Oui, on a évidemment, je ne sais pas si c'est le cas de beaucoup d'autres sportifs, mais le moment olympique est un sommet, est un Graal que l'on recherche toute une vie parfois et sans jamais pouvoir réellement l'atteindre. Moi, j'avais envie d'être champion olympique lorsque j'avais 4 ans. Je ne savais pas du tout à quoi ça correspondait, mais en tout cas, c'était ma volonté première, un jour de récolter une médaille olympique. Et puis, le chemin est très difficile, le chemin est compliqué, on passe par toutes sortes de périodes, bien sûr des succès, mais aussi des défaites, des échecs cuisants, des blessures, des moments où on est dans le doute, et puis un jour ça sourit parce que tout est aligné. Donc voilà, je suis un fan des Jeux Olympiques et je dois dire que je me lève très tôt le matin pour pouvoir suivre les Jeux Olympiques d'été parce que c'est des moments qui sont tellement forts pour les sportifs que j'en ai presque le respect pour eux et donc par respect pour eux, je me lève très tôt le matin pour les voir. Donc voilà, pour conclure là-dessus, c'est vraiment la recherche, une apothéose, un sommet que l'on se doit d'atteindre. Sportivement parlant, c'est pas forcément le moment le plus difficile parce que vous avez notamment en ski alpin des moments qui sont aussi durs que ça. Par exemple, vous avez des pistes de ski qui font peur, des pistes de ski qui sont réputées difficiles, mais malgré tout, derrière un titre olympique, vous avez une reconnaissance de ce sport, une reconnaissance au travers du public, d'un moment sportif et d'une carrière exceptionnelle. Voilà, et on n'imagine pas tout le travail qu'il peut y avoir derrière une médaille. Et on n'imagine pas non plus tout le poids que peut avoir la famille derrière le champion en devenir. C'est forcément, ça fait partie de l'histoire parce que vous ne vous construisez pas seul, vous êtes forcément dans les mains d'entraîneurs, dans les mains d'entraîneurs qui sont vos parents dans un premier temps. Je n'aime pas dire entraîneur, mais en tout cas, mon papa, c'est quand même ce qu'il a fait. À un moment, il met des coups de pied aux fesses pour avancer, des moments, il encourage, des moments, il décourage, et c'est ce qui fait qu'au final, on est capable de réussir. J'ai eu la chance d'avoir des parents et un papa surtout qui est moteur, qui a été fan de ski, fan de Jeux Olympiques dès ses premiers moments. Il a été un des premiers moniteurs de ski en Savoie. Il a été à un moment donné fondateur d'une école de ski. Donc il a été vraiment
motivé par le ski. Et il nous l'a fait ressentir, et surtout il nous l'a fait aimer. C'est ce qui a produit un succès quasi familial. Sur 7 enfants, on est 6 à être entrés en équipe de France au plus haut niveau. Donc voilà, c'est pas un poids finalement, hein, c'est plutôt un succès, c'est plutôt motivant. Et quand je vois les réactions de tous les sportifs, ils sont là pour remercier leurs proches. Bien sûr, il y a les parents, mais c'est aussi un cercle un peu plus large que ça. Et j'y englobe volontiers l'entraîneur qui joue un rôle absolument capital dans la réussite. C'est une affaire de famille pour une course d'un jour, parce que la grande difficulté des Jeux Olympiques, c'est ça. Il faut être prêt le jour donné. C'est ça. En fait, on prépare 4 ans on consacre 4 ans de sa vie pour 2 minutes de course. Donc c'est pas forcément un bon rapport qualité-prix, mais ça marche quand même très très bien. C'est une recherche permanente, une recherche du centième en ce qui concerne le ski alpin. C'est un moment historique, c'est une rencontre avec soi, c'est une rencontre avec beaucoup de choses, on prend beaucoup d'énergie à droite et à gauche, les expériences de chacun sont importantes. Alors après, oui, il y a le regard classique qui dit que voilà, on se construit dans l'échec, on se construit dans pas mal de choses. Il faut de tout pour réussir. Je doute que quelqu'un qui perd pendant 10 ans soit encore capable d'être motivé pour gagner après. Donc il y a forcément des succès qui succèdent à des échecs, qui rebondissent sur des succès. Donc voilà, c'est jamais un parcours linéaire. Vous le savez, un parcours sportif. C'est très très accidenté, même si certains ont la chance d'avoir des carrières exceptionnelles. Raphaël Poiré en fait partie, d'autres en font partie. Ce sont des gens qui sont capables de maîtriser une situation et de la répéter quasiment à l'infini. Et bon, malheureusement, je ne sais pas s'il faut être heureux ou malheureux. En tout cas, moi, j'ai une carrière qui était atypique, avec des hauts et des bas, et c'est à la fois difficile à survivre et difficile à appréhender, et pourtant plein d'émotions. C'est-à-dire que quand vous êtes à 3 semaines des Jeux Olympiques, à plus de 6 secondes des meilleurs, que vous terminez 70e d'une course, et que vous savez que 3 semaines après, vous êtes capable de prendre une médaille olympique, c'est un parcours qui a un ascenseur émotionnel extraordinaire. Donc je ne sais pas si Raphaël Poiré a vécu ça, mais en étant plus linéaire, je ne sais pas où on aurait été. En tout cas, chacun a sa façon de faire. Tu le décris très bien dans les 2 livres, c'est l'importance de la concentration et de la préparation, de la visualisation des courses et de ce travail mental qu'on ne soupçonne pas quand on est devant un poste de télé et qu'on regarde une course. Je veux dire, on est tout à fait béotien et on ne se rend pas compte. On est complètement à côté de cette réalité qui est la vôtre. Alors c'est une réalité qui est liée à mon sport. C'est un sport où on n'a pas droit à l'erreur, mais ça, quasiment tous les sports sont dans ce cas-là. Mais vous avez surtout un devoir de mémoire qui passe par une reconnaissance approfondie de chaque mètre carré de la piste pour pouvoir l'appréhender quasiment les yeux fermés lorsque vous descendez. C'est un travail assidu qui se prépare dès l'enfance, et ça s'appelle de la visualisation mentale, c'est-à-dire que vous devez, lors d'une reconnaissance de piste, c'est une piste qui fait environ 3 km, hein, ce sont les standards du ski alpin, donc sur 3 km, quasiment chaque mètre, lorsque vous descendez, vous prenez une photo dans votre tête, avec le positionnement des portes, l'inclinaison de la pente, avec la qualité de neige, avec la luminosité à cet endroit, avec pourquoi pas les éléments extérieurs, le relief, etc. Et donc vous prenez une photo de chaque mètre lorsque vous descendez le parcours. Tous les 100, 200 mètres, vous mémorisez, vous associez toutes ces photos les unes derrière les autres pour en faire un film. Et lorsque vous arrivez au bas de la piste, vous avez recueilli plus de 3000 photos. Et ces photos, vous devez les associer, vous devez en faire un film. Et ce film, vous le faites ensuite dérouler à la vitesse où vous allez passer, où vous estimez que vous allez passer sur la piste. Donc c'est un travail qui est intense, très très difficile.
Et lorsque vous êtes au départ, vous mémorisez ce film, et ce film, vous devez le réaliser. Donc voilà à quoi correspondent, lorsque vous voyez des athlètes qui sont au départ, qui sont en train de visualiser leur parcours, c'est ce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire associer toutes ces photos de reconnaissance pour en faire un film. Et c'est tellement difficile, tellement intense, que lorsque vous êtes skieur et lorsque vous êtes descendeur, une journée d'entraînement maximale, c'est 6 descentes. C'est-à-dire que, et encore, c'est 6 descentes d'entraînement. C'est-à-dire que vous n'êtes pas capable de faire plus de 6 pistes avec une telle intensité. Donc c'est simplement pour vous montrer l'effort qu'il faut pour être descendeur en ski alpin et pour être champion olympique. Voilà le prix à payer. Donc cet effort-là, il est parfois extrêmement facile, c'est-à-dire que le film se fait d'une manière naturelle et vous n'avez pas trop à réfléchir. Et puis quelquefois, il y a des accroches. Des fois, il faut improviser parce que à l'endroit où vous voulez passer, il y a un trou et donc il faut passer à côté. Donc il faut de nouveau recalculer toutes ces trajectoires. Donc c'est un travail à la fois ultra plaisant parce que vous êtes sur un sport qui est ultra plaisant, mais on est quand même sur le fil de rasoir. Ça vous va comme ça ? Très bien, j'aurais dû lire et écouter Franck bien avant parce que j'ai habité pendant 40 ans ici même, enfin du moins tout à côté, et je n'ai pas suffisamment visualisé le chemin qui était plein de nids de poules et qui était complètement défoncé, et je me serais peut-être moins foulé la cheville si j'avais pu avoir ce travail mental de tout instant. Et quand on court aux Jeux Olympiques ou dans une course de dimension internationale, est-ce que l'on court pour soi ou pour la France? A-t-on vraiment l'impression de se sublimer pour courir pour une cause qui dépasse sa propre personne? Pour moi, les Jeux Olympiques représentent autre chose que sa personne. Ils représentent le mouvement sportif, le mouvement de ce qu'il y a de plus pur. Donc, c'était forcément quelque chose de sublime pour moi. Je ne sais pas pourquoi, mais ça a toujours été au-delà de ce simple sport. Après, c'est un sport qui demande beaucoup d'humilité, donc on doit rester les skis sur la neige. On ne doit pas s'absenter. Malheureusement pour moi et malheureusement pour nous, lorsque l'on prend le départ, il y a comme un grand vide, c'est-à-dire que c'est l'instinct qui prime, c'est-à-dire que vous n'avez plus de pensées parasites qui viennent vous dire là je vais courir pour mon papa ou là je vais courir pour ma grand-mère qui est à la maison. On est à fond dans ce que l'on fait, donc il n'y a pas un centième de seconde où on s'échappe. Si à un moment donné on est en train de voir l'entraîneur qui est sur le bord de la piste, c'est qu'on est sorti de son film et qu'on est sorti de sa course. Et donc on devient absent de sa course et le résultat n'est plus là, on ne le vit plus. Donc les courses qui pour moi ont été des succès, alors c'est vraiment fou, mais les courses qui ont été un succès, c'est un portillon qui s'ouvre dans un état de grâce et pendant 2 minutes, vous êtes complètement absorbé par ce que vous faites au centième de seconde près jusqu'au moment de franchir la ligne d'arrivée. Et lorsque vous franchissez la ligne d'arrivée, vous vous retournez, c'est comme un voyage à travers le temps, c'est comme un travail intense et donc vous vous retournez vers le tableau d'affichage et vous dites « Waouh, voilà, j'ai réussi quelque chose ». Alors parfois, il y a une médaille au bout, mais ça peut être aussi des courses qui se terminent par une 5e, une 6e place, une 10e place, mais vous savez que vous avez fait le maximum à ce moment-là. Voilà, donc vous pouvez retrouver toutes ces informations dans les petites chroniques et dans les nouvelles chroniques d'un champion olympique. Alors, si Franck a été porté par une famille unie et dynamique qui a été toujours un soutien de tous les instants, pour Raphaël Poiré, ça a peut-être été plus difficile. Il a eu un parcours familial peut-être moins stable, pourrait-on dire? Bonjour à tous, tout d'abord. Effectivement, c'est vrai que chaque champion trace sa route un petit peu par rapport à son histoire, par rapport à son vécu, et la vie de Raphaël a été nettement différente. On va dire qu'il est rentré un peu dans la vie par la porte de derrière, sans connaître son père. La dernière fois que sa maman a vu son père biologique, il était entre 2 gendarmes à la maternité où il était venu reconnaître, contraint et forcé leur 3e enfant. Et derrière,
pendant des dizaines d'années, la trace de son père a totalement disparu. Et Raphaël a construit sa vie sur cette fêlure. Et aujourd'hui, encore, ça fait partie des quêtes qui l'ont conduit à devenir sportif, alors qu'il était petit, chétif, que le biathlon, ça ne lui disait absolument rien. Comme il le dit souvent, il a commencé sa vie à Rives, dans la région, dans le Nord-Isère. Et la plus grande chance qu'il a eue, c'est que sa maman retourne vivre chez elle, là où elle était née, dans le Vercors. Et sans cela, il le dit souvent, il serait certainement devenu un petit loupard. Raph a construit cette vie sur ce sentiment de revanche, sur après des dispositions physiques hors normes. Et c'est ce qui a fait que c'est un garçon qui, au-delà d'un palmarès de 8 titres de champion du monde, de 44 victoires en Coupe du Monde, etc., de 2 médailles olympiques, c'est un garçon qui a ce côté à la fois ténébreux et en même temps très généreux. Et c'est un peu ce qu'il raconte dans ce livre. Et ce bouquin, il a une double histoire. La première, c'est qu'à la fin de sa carrière, il avait écrit une première. On avait écrit, parce que j'étais déjà dans l'histoire, on avait écrit une première version du livre qui était vraiment le livre de fin de carrière où il racontait sa vie sportive, etc., etc. Et il y avait déjà pas mal à dire. Et puis il y a quelques années, il y a 3 ans de ça, maintenant il vit en Norvège et on s'est parlé au téléphone. Il me dit j'ai plein de trucs à raconter, j'aimerais bien en faire un deuxième. Après, on a eu la chance de rencontrer Guillaume Ufredi, le patron de la maison d'édition Les Passionnés de bouquins, et qui tout de suite a dit OK, bingo. Et donc du coup, Raph a raconté la suite de sa vie, qui est loin d'être lisse non plus, avec une vision de la vie qui est d'aller toujours chercher ce que l'on mérite. C'est-à-dire, à la fin de sa carrière, il vivait en Norvège, il aurait pu vivre un petit peu de sa notoriété. Il a choisi de bosser, et vraiment de bosser, vu qu'il a travaillé comme aide électricien sur les plateformes pétrolières. Après, il a bossé sur des chantiers à faire péter des dynamites pour creuser des tunnels, parce que pour lui, rien ne doit être acquis d'office. Et puis dans la continuité, c'est aussi ce qu'il voulait raconter, il a enfin, par le plus grand des hasards, retrouvé la trace de ce père disparu. Son père, il était en Nouvelle-Zélande, il était décédé, et il s'est retrouvé une famille, et il est allé là-bas, il est allé sur la tombe de son père, il a rencontré sa deuxième femme, il s'est trouvé des frères et des sœurs dont il ne connaissait pas l'existence, et ça lui a permis de s'apaiser et de devenir ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire à la fois un grand champion et puis surtout un chouette mec. Donc voilà, je fais un peu long, mais l'histoire de Raph est tellement dense, elle est tellement riche, il va tellement au-delà de premier, deuxième, troisième dans une course de biathlon que c'est ce qui rend cette rencontre et ce récit intéressant. C'est intéressant ce parallèle entre Raphaël Poiré et Franck Picard, parce que chez Franck, on est vraiment plongé dans une dynamique familiale qui le porte vers le succès, avec une envie de se faire plaisir, de faire plaisir aux autres, et on a vraiment cette notion de bonheur et de plaisir que l'on retrouve dans ces chroniques. Et chez Raphaël Poiré, c'est une poursuite continuelle d'une vie, là encore, marquée par les succès, mais aussi frappée par ce besoin de reconnaissance et cette revanche permanente contre un destin qu'il n'a pas gâté au départ. Absolument, c'est vraiment et c'est marrant parce qu'il y a vraiment j'ai eu la chance j'ai la chance de continuer de vivre dans le monde du sport de haut niveau depuis une trentaine d'années dans mes activités professionnelles, et donc de rencontrer beaucoup de champions, et c'est vrai que chacun va chercher la perfection sur les bases d'une construction familiale, d'une rencontre, d'une vie. Et c'est vrai que le parallèle avec Franck est vraiment évident, parce que c'est vrai que quand on connaît Franck, quand on connaît sa famille, quand on connaît la façon dont la famille Picard s'est développée autour et on le lit avec beaucoup de bonheur dans toutes ces petites chroniques, et notamment moi j'ai particulièrement apprécié toutes
toutes les petites chroniques sur l'enfance, sur les vacances en famille, sur toutes ces choses-là. C'est un vrai bonheur et c'est une vraie photo d'une époque. On a le même âge avec Franck et c'est une vraie photo de ce qu'on a tous vécu quand on a la chance d'avoir une vie familiale équilibrée. Et à côté, quand on a travaillé avec Raph sur le livre, il y a toujours cette forme d'avoir envie d'aller chercher parfois dans la souffrance la réussite. Et c'est vrai que ce parallèle est vraiment intéressant parce qu'aujourd'hui, Raphaël s'est remarié, donc il a vécu une première partie de sa vie avec une championne de biathlon norvégienne dont il s'est séparé, et aujourd'hui il a reconstruit sa vie et il se retrouve avec chacun amenant ses enfants, six filles et dans une autre vie. Et quand on a la chance de pouvoir être allé là où il habite aujourd'hui, c'est véritablement tout ce qu'il construit montre qu'il est toujours sur la trace de cette sérénité et aujourd'hui il prend du plaisir en montagne, il prend du plaisir dans sa vie professionnelle. Il est maintenant cadre dans une grosse boîte en Norvège et il dirige 90 personnes. Et ce qui est marrant, c'est que à l'époque où j'ai été journaliste dans une autre partie de ma vie, et j'ai fait la première interview de Raphaël Poiré quand il était junior et qu'il n'avait pas encore gagné la moindre médaille. Il partait au championnat du monde junior et je me suis retrouvé dans la salle des fêtes de la Chapelle-en-Vercors d'où il est originaire, face à ce gamin qui baissait les yeux, qui avait l'impression d'être franchement très mal à l'aise de répondre à des questions. Et en même temps, il avait quelque chose qui brillait dans le regard et qui se disait que ce type-là, il était capable d'aller soulever des montagnes. Et aujourd'hui, ce garçon de la Chapelle-en-Vercors, parti de pas grand-chose, il est capable, quand il est consultant à la télé, ce qui lui est arrivé ces dernières années, de parler en anglais, en français, en norvégien, en allemand, de vivre une vie épanouissante. Et tout ça, ce qui est bien quand on a eu justement la chance de le connaître petit, ou en tout cas de le connaître ado, c'est de voir la façon dont il est allé chercher chaque moment et chaque réussite de sa vie. Et la réussite peut-être de cette deuxième vie est peut-être aussi une belle médaille, je pense, pour lui. Il en est très fier. Il en est très fier et là encore, quand il a commencé à bosser comme aide-électricien sur les plateformes pétrolières, globalement, il aurait très bien pu, dans la société qu'il employait, demander un boulot dans la com ou un boulot. Et il a dit non, moi je veux partir de tout en bas. Et il le raconte dans le livre. Il s'est retrouvé dans un hélico un jour de novembre dans une tempête, à être héliporté sur la plateforme pétrolière. Il y avait des creux de 20 mètres de haut. Quand il est descendu de l'hélico, parce que Raph est une vraie vedette, en tout cas fait partie des gens reconnus en Norvège. Les gens qui allaient être ses collègues de travail l'ont regardé en se demandant si c'était pas une émission de télé ou si c'était pas surprise qui leur balançait ce mec-là qui était un champion. Et il s'est retrouvé pendant 2 ou 3 ans, je crois, à changer je crois qu'il y a plusieurs milliers d'ampoules sur une plateforme pétrolière. Et ça, il l'a voulu, pour montrer qu'il était comme les autres. Et c'est pas parce que dans une partie de sa vie il avait été champion du monde, qu'il avait en plus c'était le rival à l'époque où il était athlète, c'était le rival de Ole Einar Bjørndalen, qui est une légende vivante en Norvège, et que leurs carrières ont été parallèles et ils se sont battus pendant toute leur carrière. Et il voulait montrer que c'est pas parce qu'il avait été au niveau d'Ole Einar Bjørndalen qu'il allait réussir sa reconversion d'un coup. Et voilà, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je sais qu'il est très fier de ce qu'il est, de ce qu'il a fait, parce qu'il sait comment il est allé le chercher. On a l'impression, quand on lit en parallèle les 2 livres, celui de Raphaël Poiré, celui de Franck Picard, qu'il y a d'un côté la joie chez Franck et de l'autre côté la souffrance chez Raphaël Poiré. Et aujourd'hui, on a l'impression que la joie chez Raphaël Poiré compense la souffrance, qu'il est devenu, qui est certainement une joie dans sa vie qui n'était pas évidente au début. Totalement, parce que il a fait tomber les uns après les autres les obstacles. Il a franchi les obstacles. Il les a pas fait tomber, il les a franchis. Et que après, je pense que le dernier élément qui lui manquait, ça a été de retrouver la trace de ce père. Et quelque part, ça a été sans faire de la psychologie de comptoir.
ça a été aussi de se prouver que ce père dont il avait entendu beaucoup de mal dans sa enfance, parce que voilà, il avait purement et simplement abandonné sa famille, que ce père en Nouvelle-Zélande, dans son autre vie, il avait des amis, il avait une famille, il avait des gens qu'il aimait, et je pense que ça l'a aussi apaisé de savoir que son père n'est pas un salaud. Il le dit pas en ces termes-là dans le livre, mais je pense qu'aujourd'hui, on est un peu dans... C'est marrant parce que le film a été tourné pas loin d'ici, mais on est un peu dans le titre du film de Lelouch, Salaud, je t'aime. Et quelque part, aujourd'hui, depuis que, pour ceux qui le connaissent bien, depuis qu'il est allé en Nouvelle-Zélande, depuis qu'il sait où est son père, depuis qu'il a réussi aussi à être un bon père de famille, parce que quand il était athlète, il avait beaucoup de mal à gérer la notion de père de famille, parce que justement, il avait tellement de questions par rapport à qu'est-ce que doit être un bon père de famille. Et aujourd'hui, il a répondu partiellement à beaucoup de ces questions-là, qui sont les questions que beaucoup d'hommes se posent, mais qui chez lui ont été d'une acuité supplémentaire, parce qu'il y a eu ce moment où, quand on écrit sur un bout de papier profession du père, le père, même s'il y a eu un homme exceptionnel qui s'appelait Didier Stenaud et qui a été le deuxième mari de sa maman et qui l'a considéré comme son père, il le dit aussi dans le bouquin, il n'a réussi à dire papa à Didier que sur son lit de mort, quelques heures avant qu'il disparaisse, et que jusque-là, il n'avait jamais réussi à l'appeler papa, et que ce jour-là, il s'est rendu compte que c'était aussi lui son père. Donc voilà, à côté de ça, ça reste, malgré tout ce que je dis là, et il faut pas croire qu'en lisant ce bouquin, vous allez derrière commencer une longue dépression. Ça reste un livre d'un champion, de quelqu'un qui, comme Franck, est allé chercher et donner du bonheur aux gens, et à une époque où c'était là, on va dire la génération d'avant Fourcade. Donc le biathlon faisait pas encore 1 million de téléspectateurs sur la chaîne L'Équipe, mais le biathlon, si le biathlon aujourd'hui existe, c'est parce qu'il y a eu RAF, c'est parce que il y a eu toutes ces générations-là que Franck a bien connu aussi durant sa carrière, et que là aussi, derrière toute cette histoire un peu triste par moment, il y a tout le bonheur de quelqu'un qui a su saisir sa chance dans une situation qui pouvait être complexe au départ, et pour devenir un vrai grand champion capable de gagner tout ce qu'il a gagné, quoi. Ce témoignage est exceptionnel et montre les capacités de rebond de ce grand champion. Et ce qui est tout à fait remarquable entre Raphaël Poiret et Franck Picard, c'est qu'ils sont tous les deux des gens modestes, à la fois modestes et comment dire, toujours en recherche d'excellence. Et je pense que pour le cas de Raphaël Poiret, ça l'a certainement aidé à rebondir dans sa vie, et pour Franck, ça l'a certainement motivé à trouver une autre orientation dans son parcours professionnel après sa retraite des courses de ski alpin. Et ce qui est également assez évident quand on lit leurs deux témoignages, c'est cette recherche d'esthétique dans la course, dans la qualité de la course, mais comme si vous recherchiez l'un et l'autre un certain visuel agréable à regarder. Merci. Ouais. Merci. En fait, cette recherche de visuel, elle est liée d'abord à mon sport qui demande un équilibre, qui demande pas mal de choses. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais c'est en fait en écrivant que j'ai commencé à ressentir ça. D'abord parce qu'un texte, ça se travaille, ça s'équilibre, ça prend des formes, ça prend des tournures de phrases, et ça a été une vraie découverte pour moi au travers de l'écriture, et de faire le parallèle avec mon sport. Je n'y avais pas réellement pensé, mais aujourd'hui je m'en rends compte. C'est tout à fait ça. C'est à la fois une musique, une esthétique, une descente olympique ou une descente de Coupe du Monde. C'est vraiment un ballet, une danse assez impressionnante. Où chaque pas n'est pas millimétré, au contraire, mais fait partie d'un tout. Et je m'en étais pas rendu compte. C'est vraiment à l'écriture que j'ai ressenti ça. Quand on fait un texte
n'a rien à voir, qui parle de ski de fond, qui parle de vélo. Il y a une envie de partager, une envie de danser, une envie de sculpter les mots, et je suis ravi d'entendre ça. Merci beaucoup. Oui, et je pense aussi une envie d'aller vite, hein, parce que les phrases coulent d'elles-mêmes et c'est vraiment un style très fluide et très agréable à lire. Donc voilà, je ne sais pas si on chronomètre le temps que l'on met à lire un chapitre, mais effectivement, on le lit rapidement parce que justement c'est fort bien écrit. Merci beaucoup. En fait, oui, les textes, je ne suis pas auteur, je me considère pas non plus comme écrivain. J'ai commis 2 bouquins qui sont pour moi des faits de course, mais en même temps, vous le disiez tout à l'heure, il y a une recherche d'excellence dans ce qu'on fait. Je pense que Raphaël est exactement comme ça, c'est-à-dire qu'on se rencontre souvent. Je vais couper mon portable parce que sinon je suis perturbé. Oui, il y a une recherche d'excellence, donc je ne me voyais pas faire des textes écrits à la va-vite, sans émotion, sans rien du tout derrière. Ça n'a jamais été ma façon de faire dans le ski. Et avec Raphaël, on se connaît et je le devine très bien au travers de son écriture, avec cette même approche, avec cette même recherche d'exactitude, de précision, tout en amenant les formes. Donc voilà, je suis vraiment ravi d'être là aux côtés d'Yves qui parle de Raphaël. Yves a écrit la préface de mon bouquin et voilà, je suis ravi de partager cette table avec lui. En tout cas, dans les 2 ouvrages, on retrouve le même ton de sincérité et de volonté d'être les témoins d'une époque et les témoins d'un sport, et en l'occurrence d'un sport qui est à la fois proche et lointain, puisque entre le ski de piste et le ski de fond, il y a quand même un monde, plusieurs entraîneurs. Oui, il y a une grande différence entre nos sports. J'ai la chance de savoir faire un peu de ski de fond maintenant, suite à ma carrière de skieur alpin. Le sport me manquait, j'avais besoin de bouger, j'avais besoin de pratiquer autre chose, et donc j'ai démarré le ski de fond d'un niveau tout à fait médiocre et modeste, et puis on monte dans ce sport et on apprend ce sport. Et la grande différence entre les deux, elle est dans ce qui se passe dans sa tête. Je vous ai dit tout à l'heure, en ski alpin, on se doit d'être instinctif pendant 2 minutes, c'est-à-dire n'avoir strictement aucune pensée, être totalement dans l'action, dans la recherche du centième, avec la ligne d'arrivée pour unique objectif. Quand on fait une course de ski de fond, quand je prends le départ d'un marathon, j'en prends pour 2 heures. Voire 2h30 si ça se passe pas très bien, mais en tout cas pendant 2h30 il est strictement impossible de ne pas penser. Et c'est vraiment ce qui m'a séduit au départ, c'est-à-dire que lorsqu'on fait du ski de fond, au bout de quelques mètres, la pensée se met à divaguer et c'est totalement permis. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez, faire ce que vous voulez, et pour moi c'est d'une liberté extrême par rapport au ski alpin. Donc voilà, c'est vraiment, on est à l'opposé au niveau mental. Après, au niveau physique, je suppose aussi quand on fait du haut niveau, il y a une recherche de la même manière que j'ai pu le faire de la performance physique, mais le mental est quand même extraordinaire parce que vous partez pour 2h30 et pendant 2h30, vous allez n'importe où avec votre tête, tout en faisant du ski de fond. Donc je sais pas Raphaël comment il faisait, mais c'est extraordinaire comme sport. Effectivement, et c'est vrai que Franck et la génération de Franck font partie des gens qui ont justement aboli un peu ce mur qu'il y avait entre les skieurs alpins et les skieurs de fond, où avant il y avait un petit peu une séparation entre les deux, et je pense de cette prise de contact entre eux, etc., est né un vrai esprit des équipes de France de ski. Et ça a été vraiment, vraiment important, et je pense que ça a été fédérateur de beaucoup de choses. Après, effectivement, le ski de fond sur sa construction est un sport très dur, qui fait, comme on dit, qui fait mal à la gueule. Et
Raph pratique un sport qui en plus est diabolique, parce qu'au milieu, vous ajoutez du tir. Et cette notion psychologique de cet effort intense mêlé à cette concentration extrême du tir, et pour ceux qui, aujourd'hui maintenant avec la popularisation du biathlon, on a de plus en plus dans les stations la possibilité de faire des petites initiations avec des armes à laser et compagnie. Mais essayez une fois de courir 500 mètres et après de vous mettre face à une cible. Et ce que vous voyez à ce moment-là, en gros, c'est votre canon qui fait comme ça. Et que lui, son boulot, c'est de le figer pendant une seconde pour faire tomber 5 cibles. Et c'est vrai que c'est aussi pour ça que la force de caractère qu'il a mis en œuvre, ça a été énorme, parce que c'est quelque chose de totalement atypique et anormal. Et après, justement, je pense qu'il a fait sa force avec tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur son côté sérieux, sur la difficulté de sa construction personnelle. Il a réussi à devenir ce qu'il a été, c'est-à-dire un immense champion de biathlon, le jour où le tir est devenu un jeu. Et qu'en gros, aujourd'hui, ce sport très ingrat au départ, faut pas oublier que le biathlon, dans les années 60, ça se pratiquait avec une arme de guerre. Donc imaginez un petit peu les compétitions aux Jeux Olympiques de Sceaux Valley, où en gros les biathlètes, on les mettait au fin fond d'une vallée parce qu'ils avaient quand même entre les mains un flingue qui était capable c'était une arme faite pour tuer. Et aujourd'hui, c'est devenu une grande fête avec plein de public, et puis avec ce côté un petit peu Lucky Luke que Raph a contribué à populariser, parce que sa façon de tirer très rapide et très instinctive, c'est un peu lui qui a créé et qui a mis en place ce côté un peu joueur, et c'est vrai que c'est ce qui rend ce sport attachant, c'est le côté très austère qu'il y a voilà, Franck l'a très bien résumé, quoi. Quand vous partez pour une séance d'entraînement de 30 bornes de ski de fond, voilà, il y a des jours où c'est moins marrant que d'autres. Et puis à côté, il y a le côté très ludique du tir qui reste quelque chose qui prend la tête et qui peut faire aussi disjoncter plus d'un athlète et plus d'un champion qui, le jour où il a perdu la clé du champ de tir, ça peut devenir complexe. Mais voilà, c'est de mêler un peu ces deux pratiques, et ce côté vraiment. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ces biathlètes, comme j'ai beaucoup d'admiration pour les descendeurs capables, comme Franck, de donner l'impression de s'amuser sur la piste de Bellewaerde pour aller conquérir une médaille olympique. C'est des gens qui, dans le sérieux, arrivent à trouver le plaisir, et en plus à être performants. Et à communiquer ce plaisir. Ce que l'on pourrait dire peut-être, c'est que Franck a été un successeur dans sa discipline, alors que Raphaël a été un pionnier, parce que le ski de fond, le biathlon était peu connu avant qu'il n'émerge aux Jeux Olympiques. Oui, ça a été un pionnier médiatiquement, parce que ça a été le premier à avoir de la récurrence dans les résultats, à un moment, et on en vient à ce qui est aujourd'hui le sport de haut niveau, où notamment la chaîne Eurosport a compris que le biathlon était un vrai beau spectacle télévisuel, et que il est rentré dans les foyers via Eurosport et via le fait qu'on a vu toutes les courses à la télé. La génération d'avant, celle de Franck, celle des années 90, a aussi été une génération brillante. On se souvient en tout cas, notamment au saisie, de la victoire du relais français avec Corinne Niogret, Véronique Claudel et Anne Briand, qui a été un élément fédérateur. Et puis il y a eu cette génération-là où il y avait un garçon qui s'appelle Patrice Bergy-Salin, qui dans sa jeunesse était un adversaire de Franck en ski alpin, et puis qui un jour, parce qu'il a compris que ça serait compliqué de devenir un champion, de devenir Franck Picard, c'est toujours ce qu'il dit. J'ai compris à un moment que je serais pas Franck Picard. Il a basculé vers le biathlon, et il est devenu le premier vainqueur français d'une Coupe du Monde de ski. Il y a eu un garçon comme Hervé Flandin aussi. C'est tous des noms qui aujourd'hui sont ont hélas un peu disparu on va dire du paysage et de l'histoire. Mais voilà, le biathlon français a eu cette génération, puis la génération d'avant, c'est aussi un garçon, peut-être en avez-vous entendu parler, qui s'appelle Yvon Mougel, qui a été le premier Français à faire une médaille, et qui a été aussi porte-drapeau de l'équipe de France en 84 à Sarajevo. En 84 à Sarajevo. Et c'est tous ces gens, et c'est la grande force de ce sport, c'est que c'est pas quelque chose qui est sorti de nulle part.
c'est une histoire, et surtout c'est une histoire où il y a une vraie transmission. C'est-à-dire aujourd'hui, les entraîneurs de la génération d'après Martin Fourcade, c'est ceux qui étaient athlètes dans les années 90 et qui mettent la même conviction. Sauf qu'à l'époque, il y avait moins la télé, il y avait moins de sponsors. En 94, quand le relais français fait une médaille au jeu, un équipementier de bâtons, de ski leur a envoyé un chèque de 125 francs de l'époque qu'ils ont tous remis dans une enveloppe et qu'ils leur ont renvoyé. Voilà. Et aujourd'hui, on est sur un autre sport, mais sur un sport qui vit encore de sa culture et qui sait encore de sa tradition et où chaque ancien champion ou beaucoup d'anciens champions continuent de transmettre cette passion. Et je pense que c'est une des grandes forces des sports d'hiver en France, c'est que les gens, une fois qu'ils ont fini une carrière par rapport à d'autres disciplines, ils restent dans le sérail et ils restent dans le sérail les mains dans le cambouis pour se retrouver, parce que une fois que vous voyez les athlètes en piste, c'est 10 heures du matin déjà, mais ce qu'il faut voir sur une course de ski, dès 4 heures du matin, il y a des gens, que ce soit de l'alpin ou du nordique, il y a des gens qui préparent les skis, qui sont aux côtés des athlètes, etc. Et que en France, on a cette chance que ces gens-là, souvent, c'est des gens qui ont été vainqueurs de Coupe du Monde, qui ont gagné des médailles olympiques, etc. Et je pense que c'est ce qui fait la force des sports d'hiver en France actuellement. Voilà, ce sont de beaux exemples de vie et surtout de solidarité. Je disais que Franck était un successeur, mais il a été un pionnier du Super G. Ça a été l'un des premiers compétiteurs dans cette discipline nouvelle. Oui, alors nous dans les années 80, c'était une succession, mais on n'a pas eu de transmission. C'était assez particulier, c'est-à-dire que effectivement, on avait nos aînés qui s'appelaient Jean-Claude Killy, qui s'appelait Jean-Noël Augère, qui s'appelait Pence, Duvillard, Laforgue, etc. Et puis cette génération a disparu sans transmettre de flambeau. Et donc on s'est retrouvé avec Luc Alphand, avec Denis Ray, avec d'autres, Jean-Luc Crétier, on s'est retrouvé orphelins. À la différence du biathlon, on a une histoire qui s'est rompue dans les années 80. Donc depuis 68, les liens se sont défaits et il y a eu rupture de transmission pour des raisons diverses. On va pas refaire la Fédération française de ski aujourd'hui, mais voilà, il y a eu rupture de liens, c'est-à-dire que ces personnes n'ont pas eu le temps de transmettre leur savoir aux jeunes générations. Donc on a dû tout construire de nous-mêmes. On s'est fait tout seul, en gros, pour parler crûment. On a avant tout cherché à avoir du jeu, à avoir du plaisir, et c'est ce qui a fait le succès. On s'est regroupé au sein d'un groupe totalement illégal et absolument pas officiel. Ça s'appelait le groupe des Top Gun. On était 4 jeunes à avoir certainement un peu de talent et beaucoup d'ambition. Donc Jean-Luc Crétier, Denis Ray, Luc Alphand et moi. Et au travers de ce groupe, on s'est réalisé. Au travers de ce groupe, on a fait les 400 coups, et au travers de ce groupe, on a réussi notre coup, c'est-à-dire être champion olympique, être vainqueur de Coupe du Monde, gagner le classement général, et surtout, et je crois que c'est là le plus important, on a réussi à transmettre. On a réussi à transmettre à la génération qui a suivi ce savoir-faire, ce savoir gagner, ce savoir-être au plus haut niveau, avec l'ambition d'être le meilleur du monde. Et c'est vraiment dans ce moment-là qu'on a réussi enfin à retrouver l'état d'esprit que les anciens avaient. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a aussi réussi à recoller les morceaux de la fédération avec une rencontre, avec beaucoup d'échanges avec les anciennes générations qui nous ont expliqué pourquoi ils étaient partis en claquant la porte, ou pourquoi on les avait mis dehors. Donc voilà, il y a toute une histoire qui se recrée grâce à ça. Et donc le succès d'aujourd'hui vient de ce moment-là, c'est-à-dire à partir du moment où on transmet une histoire, où on transmet un savoir-faire. Et vraiment, j'insiste, mais c'est grâce à cette amitié, grâce à ces 4 bonhommes qu'on a réussi à faire aujourd'hui le succès du ski français. Voilà, et le livre est un excellent outil de transmission.
Et ce qui est formidable, c'est d'être restés soudés les uns les autres dans votre génération et de n'avoir exprimé votre esprit de compétition que sur les pistes et non pas entre vous, parce que souvent il peut y avoir effectivement des discordances ou des tirages, naturellement. Ouais, oui, là aussi, à chacun son caractère. Je me rappelle juste d'une phrase, celle de Luc, qui à un moment donné, donc on n'était pas mauvais, mais on avait été champion du monde junior, mais on n'arrivait pas à franchir le cap. Et puis Luc a dit un jour, j'ai 2 bras, 2 jambes, et je suis pas plus con qu'un autre. Et c'est exactement ça qui nous a fait progresser, c'est-à-dire que finalement, dans le portillon de départ, on a tous la capacité à gagner, et c'est grâce à cette phrase un peu assez sympa quand même, mais qui nous a marqué, et c'est grâce à ça qu'on a réussi à franchir les caps et les portes pour réussir le succès. Voilà, donc esprit de cohabitation. Je sais que j'avais pas le gabarit d'un descendeur, mais mes copains ne m'ont jamais fait sentir. Ils m'ont toujours encouragé à y aller, et c'est ce qui a produit les résultats. De la même manière, j'ai pu encourager un tel ou un tel, et c'est au travers de nos échanges dans des sports qui sont individuels, c'est dans cet échange collectif qu'on a réussi à sortir la tête du ski français. Et vraiment, je reviens là-dessus, mais aujourd'hui, d'avoir vu Antoine Deneria, d'avoir vu Alexis Pinturo au plus haut niveau remporter, c'est vraiment une continuité de notre sport, et une très grande fierté de savoir que ils ont une partie de notre héritage. Ouais, les Top Gun, cette histoire d'ado un peu foudingue, c'est pour moi une des plus belles histoires du sport français. C'est-à-dire ces 4 mecs qui ont cru en eux, c'est très rock'n'roll, il y a plein de choses qui peuvent pas être racontées, il y a pas mal de voitures cassées, de choses comme ça. Mais au-delà de ça, il y a une vraie. Ouais, le 3e bouquin, faut pas là-dessus en tout cas. Non, c'est pas possible. Mais c'est ce que doit être le sport, c'est-à-dire c'est croire en son étoile, c'est croire en ses valeurs, et puis c'est surtout un moment se dire que la limite, elle est juste après la montagne. Et là-dessus, Franck, qui était le plus sage des 4, de loin. Est un exemple parce que ils se sont bâtis sur leurs propres valeurs, c'est-à-dire qu'ils croyaient en eux, et après ce groupe-là il avait toutes les caractéristiques de leur époque, c'est-à-dire qu'il était il croyait en lui, il était comme je disais tout à l'heure, il était très rock'n'roll, et que c'est comme ça qu'ils ont construit les choses à 4, quasiment sans rien demander à personne. C'est le collectif qui leur a permis d'avoir des médailles en individuel. Absolument, oui. Absolument. Et d'ailleurs, c'est un exemple de vie en société, dans la mesure où on l'a bien vu là récemment avec l'expérience du Covid qu'ont traversé les hôpitaux. Je veux dire, le fait de se mettre ensemble pour agir de façon à gagner dans le cadre d'une cause importante, le fait de se mettre ensemble a permis des résultats bien meilleurs que si chacun était resté dans son précaré, et la juxtaposition des individualismes n'est jamais une bonne chose. Donc il faut savoir compter avec les autres et s'enrichir de l'expérience des autres. Est-ce que vous auriez des questions à poser à nos invités? Oui. L'image aujourd'hui, elle est difficile pour notre sport, parce que ça se joue à quelques centièmes de seconde d'abord. Il y a une telle rivalité, il y a une telle professionnalisation de ce sport que les différences sont absolument infimes. Malgré tout, derrière, il faut aller, avant de vous abonner, il faut aller une fois sur une piste pour voir ce que c'est exactement, sur une piste de ski, aller découvrir ce que c'est. Vous allez au pied de la descente des Ouches, là, au pied de la Verte, et vous allez voir ce que c'est qu'un skieur. Vous allez voir quelqu'un qui passe devant vous à 150 km/h, sur une vitesse de pointe, ça peut même aller au-delà. Voilà, c'est ça, oui.
Sur Avengen, vous avez cette vitesse-là, vous avez parfois vous avez des sauts qui vont jusqu'à 60 mètres. Voilà, donc vous avez un spectacle, vous avez d'abord un sport extrême. Donc allez voir sur place et je pense que déjà ça peut motiver à voir ce sport. Ensuite, vous avez aussi des athlètes qui sont parfois charismatiques, parfois moins. Vous avez en Italie, moi j'avais Alberto Tomba, qui était quelqu'un d'extraordinaire parce que expressif, volubile, etc. Et c'est quelqu'un qui a fait énormément de bien à notre sport. Et puis vous avez des personnes qui sont plus effacées. Mais vous avez en tout cas des champions, vous avez des personnes derrière les champions. Enfin, je vous rejoins, je pense que c'est un sport qui doit évoluer. Parce que dans la forme actuelle, le spectacle n'est pas extraordinaire. On voit trop peu la différence, on voit trop peu pour quelqu'un qui est novice, on n'est pas capable de discerner une personne d'une autre. Donc c'est parfois un peu difficile. Mais vous avez par exemple des pistes qui sont capables d'être très sélectives. On a vu cet hiver à Cortina d'Ampezzo des championnats du monde qui étaient magnifiques parce que justement, à la fois la télévision, à la fois les athlètes et à la fois les médias étaient capables de retransmettre autre chose que simplement un chronomètre. Je pense que le ski alpin se doit d'aller au-delà d'un simple chronomètre, justement. J'ai toujours milité, et je le raconte aussi dans le bouquin, pour qu'il y ait une communication de notre sport. C'est-à-dire que mon exemple, pour moi, c'est les cyclistes du Tour de France. Ils viennent de faire 6-7 heures de vélo, ils sont exténués, ils sont fatigués, ils vont prendre une douche et hop, ils sont derrière le micro en train d'expliquer avec une très très grande disponibilité et beaucoup de franchise leur effort. Je me rappelle avoir été un peu couillon parce que des fois, à l'arrivée d'une course, parce que mon résultat n'était pas bon, je quittais précipitamment la raquette d'arrivée et je me suis senti un peu honteux de ça. Donc sur toute ma carrière, sur tout ce qui a poursuivi ma carrière, j'ai expliqué, j'ai avancé notre sport avant tout pour qu'on ait une vision qui soit au-delà du simple chronomètre. Donc voilà, je vous conseille quand même de continuer à regarder du ski parce que c'est vraiment un sport extrême qui pour moi est un des plus beaux sports du monde parce que c'est vraiment un sport nature, un sport de vitesse, un sport d'équilibre, un sport de puissance. Il faut énormément de qualité pour réussir en ski. Jean-Claude Killy disait qu'il y avait une centaine de paramètres à maîtriser et il n'est pas loin du compte pour réussir. Donc vous dire que les champions qui prennent le départ en ski, c'est vraiment les champions exceptionnels du moment. Et surtout, vous avez au départ de chaque Coupe du Monde tous les meilleurs skieurs du monde. C'est pas, on choisit pas une course ou une autre. Vous avez en ski alpin à chaque départ les meilleurs skieurs du monde, tous en même temps. Donc voilà, c'est vous dire, c'est pour ça aussi qu'il y a une telle rivalité, un tel degré de performance. Merci. Franck devant se lancer bientôt dans un slalom sur la route qui va l'emmener à Saint-Gervais. Je voudrais demander un message d'espoir à chacun d'entre vous. Déjà un message de plaisir d'avoir passé ce moment et puis de faire ce duo avec Franck, avec qui c'est toujours un vrai bonheur. Oui, un message d'espoir qu'on peut trouver notamment dans les deux bouquins de Franck, qui vont bien au-delà de simplement raconter des histoires de ski. C'est des histoires d'hommes, c'est des histoires de famille. Et chaque fois que je me plonge dedans, en plus c'est un bouquin qu'on peut picorer quand on a un moment de grand spleen, ça fait toujours du bien de le lire. Et pour conclure là-dessus, c'est vrai que là encore dans ma vie d'avant de journaliste, j'avais demandé un jour à Franck pendant les Jeux de Nagano de faire quelques chroniques. Et donc il avait arrêté sa carrière pas trop longtemps avant. Et quand vous prenez ce pari de dire à un sportif, tiens, fais-moi des chroniques, vous pouvez vous dire, c'est possible qu'il y ait du boulot derrière. Et j'ai toujours cette image de Franck qui arrivait en salle de presse au Japon, qui me donnait qui me rendait sa copie. Déjà, j'étais vachement impressionné de reprendre la copie
de Franck, pour qui j'ai toujours eu un énorme respect. Et à chaque fois, dès la première, il y avait quasiment rien à retoucher, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait mis la même âme, la même implication, le même talent que quand il avait un dossard et des bâtons sous le bras. Et j'ai toujours dit, quoi, j'aurais aimé dans ma vie skier 5 minutes comme il écrit, parce que ça doit être vachement bien. Donc voilà, et puis voilà, puis après, pour reparler de Raphaël, voilà, là j'ai pris aussi beaucoup de plaisir à travailler avec lui là-dessus, parce que justement c'était quelque chose où, quand on sent l'implication de la personne, et là encore je le répète, Raph, au départ, j'ai toujours en tête cette première interview où c'était très très compliqué de dépasser sujet verbe complément, et quand 20 ans après, le gars, il y remet de l'âme, il remet des trucs, il apporte des choses à un récit, et puis il y met tout ce qu'il y a mis, c'est là encore un bonheur et un plaisir d'avoir son nom sur une couve à côté de lui. Donc voilà, c'est pour moi ces deux bouquins où quoi qu'il arrive, il y a eu beaucoup d'énergie de mis et beaucoup d'humanité, et voilà, on est en plein été, et ça peut être un bon moyen, si jamais il se remet à pleuvoir, de passer des bons moments. Juste vous dire que moi aussi j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire. C'est une découverte qui est née il y a pas si longtemps que ça, l'écriture. Jusque-là, je griffonnais des choses pour mon métier, pour transmettre des valeurs à des ingénieurs, pour transmettre des façons de faire la courbe de ski, pour traduire des sensations en équation. Et puis j'ai commencé à écrire pour Yves, pour d'autres personnes, et puis le ski de fond m'a amené sur le chemin de l'écriture, et ça c'est quasiment une médaille pour moi, d'arriver aujourd'hui à produire des textes, d'arriver à produire autre chose que oui, le ski c'est un départ et une arrivée. Donc on a j'espère derrière ça, en tout cas j'ai mis toute ma passion et tout mon savoir-faire. Donc c'est avant tout, je voudrais dire, l'énorme plaisir que j'ai aujourd'hui d'écrire, et j'espère que je le garderai encore longtemps. Eh bien, je crois qu'au-delà du chronomètre, il ne faut pas oublier qu'il y a des hommes et des femmes qui se révèlent à eux-mêmes et qui révèlent aux autres une éthique de comportement qui est réellement un modèle de vie en société exemplaire. Donc, merci beaucoup. Et rendez-vous à la fois au stand de passionnés du bouquin, à la librairie Landru, et aussi au stand des libraires anciens, pour voir si vos livres sont déjà devenus des classiques. Merci.